Merci de regarder Le Mobiliste, l'application mobile dédiée aux mobilités, à télécharger gratuitement sur l'App Store d'Apple et sur Google Play. Usuellement, le Cambouis, donc cette émission, se termine avec un petit morceau de musique. Et comme vous le savez, la France est en deuil, l'Estaca également. Du coup, il n'y aura pas de musique à la fin de cette émission. Ce qui ne nous empêche pas, pour cette deuxième édition de Cambouis, de nous intéresser aux mobilités et où mieux justement que, je dirais, dans ce temple des mobilités, à savoir les nouveaux locaux de l'Estaca, ici à 50 ans en Yvelines. Eh bien, on pouvait discuter avec tous les invités que je vais vous présenter dans quelques instants de ces mobilités, les mobilités de demain, puisque dans cette école, on forme en 5 ans des ingénieurs pour concevoir des automobiles, des avions, des trains et même des satellites, enfin tout ce qui est de l'ordre du spatial. Et peut-être que ces ingénieurs, justement, plus tard, fabriqueront d'autres choses, ou en tout cas des voitures, des motos, ou encore des trains et des avions complètement différents de ce que l'on connaît. On va commencer avec vous, Michael. Quand on rentre dans le hall du campus, ici à Saint-Quentin en Yvelines, on voit une sorte de profession de foi, j'ai envie de dire, Expanding Horizons of Mobility. Alors ça consiste en quoi d'étendre les horizons de la mobilité ? Nous sommes les spécialistes des mobilités, comme tu l'as dit, du train à l'automobile, de l'avion au spatial, mais aussi de tout ce qui est de l'ordre de l'intermodalité, ce qu'on développe en ce moment entre toutes ces disciplines, et puis et surtout ce qu'on développe dans le cursus, maintenant dans la formation, c'est la mobilité des idées, et de voir comment on peut bouger tout ça vu de la part des élèves. VDCOM, donc l'Institut du véhicule décarboné et communicant, ainsi que de sa mobilité, ça fait long quand même, c'est pour ça que vous avez contracté, j'imagine. Antoine Mulander, l'Institut a été créé en février 2014, on avait déjà l'actualité COP21 en tête ? Oui, l'histoire de VDCOM date de beaucoup plus longtemps, puisque ça a mûri au sein de Moveo, ce qui est d'ailleurs assez extraordinaire. Le pôle de compétitivité. Pôle de compétitivité, et donc VDCOM s'appelait Moveo Tech d'ailleurs à l'époque. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, il y a 5-6 ans, les membres de VDCOM, en particulier les industriels, les équipementiers ou les personnes du territoire, pensaient déjà, 5 ans avant, à ce boom de la mobilité, du véhicule autonome et de l'électrification. Donc ensuite, effectivement, ça existe depuis tout juste 1 an et demi, mais c'est quelque chose qui a déjà bien mûri au sein de la collectivité. Et avec déjà justement des projets qui se sont concrétisés. Alors, avec des vrais projets très variés. On va en parler, Je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Patrick Séga, l'innovation chez Valeo, c'est quoi ? Alors, l'innovation chez Valeo est un élément très très important de notre stratégie. Nous sommes un grand groupe industriel et un groupe de technologie. Donc on imagine aisément que l'innovation technologique joue un rôle de premier plan chez nous, pour une raison tout à fait simple, c'est qu'elle est un des piliers de notre croissance. Un seul chiffre pour illustrer cet élément, 30% de notre carnet de commandes correspond à des produits et des technologies qui n'existaient pas il y a de cela simplement 3 ans. C'est dire tout l'enjeu et toute la dynamique autour de l'innovation chez nous. Et on va parler également du Valeo Innovation Challenge, avec pas mal d'argent pour des étudiants, j'imagine qu'ici, il y en a qui seront intéressés. Stop Google, j'en parlais, Franck Cazenave, est sorti donc en octobre 2014 aux éditions Pearson. Je ne sais pas, quand vous dites Stop Google, c'est le grand méchant Google, mais est-ce que les ingénieurs justement de Mountain View sont si méchants que ça ? Non, enfin, Stop Google, d'abord, il y a une problématique sur les données, sur le fait que Google collecte l'ensemble des données dans nos activités avec les services, et ça pose problème. Donc Stop Google, c'est finalement déjà un appel à dire arrêtons, nous tous, d'abandonner nos données. Nos données ont de la valeur, elles peuvent être précieuses, elles ont peut-être plus de valeur que d'avoir accès simplement soit à un moteur de recherche, soit à un email avec Gmail, ou d'utiliser Chrome. Il y a des alternatives à ces services qui ne sont pas payantes, alternatives. Et donc, c'est dans cet esprit-là. Et puis après, Google, pour moi, vient à la mobilité et va changer le mode de consommation de la mobilité. Et ça va perturber, je dirais, l'organisation que nous connaissons des acteurs en place. Et que peut-être que la révolution de la mobilité, ça peut être des acteurs qui sont dans la filière automobile qui peuvent la faire, plutôt que ce soit d'autres acteurs qui vont utiliser la mobilité à d'autres fins.
En termes de mobilité automobile, Mickaël, Walid, est-ce qu'ici les étudiants sont sensibles au car bashing, au dénigrement de l'automobile, que ce soit sur le diesel, sur son coût, la prévente, tout ça? Est-ce qu'ils ont ça en tête quand ils arrivent ici? On en parle. Le sujet ici, c'est surtout ce qui vient après. Et le car bashing, il est vraiment posé sur l'offre actuelle des constructeurs plus que sur l'offre de mobilité autonome, où chaque personne peut se mouvoir par lui-même sans les transports en commun ou avec les transports en commun. Mais... Pour revenir à la technologie pure, Patrick Séga, est-ce que Valeo fait un peu son marché en termes de recrutement à l'Estaca? Oui, bien sûr. L'Estaca est une des très rares écoles sur le territoire français qui forme des ingénieurs au métier de l'automobile, et même au-delà de l'automobile, avec une culture qui est à la fois solide et large. Et naturellement, nous avons de nombreux Estaca dans nos rangs et nous continuons régulièrement, année après année, à recruter encore de nouveaux ingénieurs ici. Je tiens également à préciser que nous avons eu l'opportunité de construire avec l'Estaca l'année dernière une formation spécialisée, un master spécialisé dédié au métier de l'éclairage automobile, ceci afin de former donc des ingénieurs spécialistes dans cette discipline qui est tout à fait techniquement passionnante, innovante, très innovante, multidisciplinaire. Et ce master spécialisé a effectué sa rentrée cette année, il y a maintenant 2 mois, et il va fabriquer des étudiants, si l'on peut dire, qui pourront alimenter l'ensemble de la filière, équipementier et constructeur. Ouais, l'éclairage, c'est une des spécialités de Valeo. C'est une des spécialités de Valeo. Donc notre coopération avec le monde académique ne se limite pas simplement au recrutement, mais nous contribuons également à la formation des étudiants. Très bien. Franck Cazenave, vous, avec vos activités, vous avez l'occasion d'aller un peu partout dans le monde, de donner des conférences. Est-ce que vous avez l'impression qu'en termes de formation aux mobilités, on est ou en retard, en avance, ou finalement dans les clous en France? C'est une question difficile, mais bon, d'abord, on a une formation d'ingénieurs qui est reconnue. La France est un des pays au monde qui produit le plus d'ingénieurs et aussi d'ingénieurs en informatique, et on voit de plus en plus. Parce que là, on parle de mobilité. Donc, ça veut dire quoi? On a un peu glissé avant, on parlait de transport. Donc, quand on parle de mobilité, on est quand même plus dans l'usage. Donc, on est plus dans des objets qui sont connectés, dans des objets serviciels. D'accord? Donc, déjà... On va en parler, on va préciser sur ces questions-là. Ça, c'est vraiment important. Donc, on n'est plus seulement dans des connaissances purement techniques, mais aussi de projeter ces connaissances, ces savoirs, ces innovations, ça a été dit tout à l'heure, aussi par rapport aux usages des individus. Et donc là, on est dans la mobilité. Je pense que nous, en France, on a de vrais atouts. Il y a de belles écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, il y a aussi des UIT, d'autres écoles, qui forment des jeunes au métier d'aujourd'hui et de demain. Et ça, c'est important. Antoine Mulander, justement, Franck parlait d'évolution, d'usage, ainsi de suite. VDCOM est financé par l'État. Hein, c'est je crois, le grand plan industriel. Comment il s'appelle ce plan déjà, précisé? Oui, c'est la Nouvelle France industrielle ou le grand plan de l'investissement. Je voudrais quand même rappeler qu'il n'y a pas que l'État qui finance. Hein, c'est quand même bien un écosystème qui réunit public-privé, les industriels, les équipementiers, et pas seulement que la filière automobile, puisqu'il y a l'aéronautique, il y a le ferroviaire, etc. Et je rejoins un peu sur la formation, c'est-à-dire qu'on réunit justement des écosystèmes complets. Et je crois que c'est un peu la nouveauté, c'est que pour parler de mobilité, on doit réunir l'ensemble des métiers, que sont les juristes, que sont les métiers techniques ou les métiers des facteurs humains. Mais selon vous, les pouvoirs publics, ils ont pris conscience justement de cette révolution qui touche les mobilités, où on passe d'une notion de transport à celle de l'usage? Et ça ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'ils ont créé quand même VDCOM. Et comme je disais tout à l'heure, ça mûrit depuis un certain nombre d'années. On est aussi inscrit dans le cadre du nouveau plan industriel qui se focalise justement sur le véhicule autonome avec le territoire français. Territoire d'expérimentation, ça doit être la France. Donc on a tout un plan qui est déployé et qui est accompagné par l'État. Et les territoires d'ailleurs nous accompagnent. Toutes les expérimentations que nous faisons en ce moment, que ce soit à Bordeaux, à Versailles ou d'autres à venir, sont en collaboration avec l'État et les collectivités. Donc oui, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, et principalement pour toucher les usages.
On ne se met pas sur un territoire pour uniquement faire de la technologie. On y va pour traiter réellement des usages. Néanmoins, vous faites quand même aussi pas mal de technologies. On va le voir tout de suite avec un petit exemple qui est un peu votre premier démonstrateur et la première concrétisation. C'est votre démonstrateur de voiture autonome. Là, on le voit avec Frédéric Matisse qui nous avait fait faire un petit tour lors de la démonstration à Versailles début novembre. Vous l'avez également présenté à Bordeaux, ce véhicule, ici même à l'Estaca, plus en version statique. On voit par exemple là les ordinateurs, la partie perception, l'hyperviseur qui décide donc du chemin à prendre, les 5 lasers qu'on a vus également, et tout ça sur une base de Zoé Renault. Je vous invite à regarder bien sûr ce reportage, donc enregistré avec une interview de Frédéric Matisse en entier, hein, c'est sur l'application Le Mobiliste. Antoine Mulander, à quoi il sert ce démonstrateur finalement ? Il sert à beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est conforme à une feuille de route technologique. On a réellement une feuille de route programmée à 4-5 ans pour valider, expérimenter les technologies qu'on développe avec l'ensemble de nos partenaires, dont Valeo fait partie, dont beaucoup d'industriels font partie. Et donc dans cette feuille de route, effectivement, en particulier, il y a tout le territoire urbain ou périurbain, et c'est ce qu'on a effectivement commencé à faire avec Bordeaux et Versailles. Alors Ford, PSA, un peu tout le monde là, il va de son véhicule autonome. Qu'est-ce qu'on doit valider aujourd'hui selon vous ? Alors je pose la question vraiment à tout le monde, on reviendra à vous Antoine. Monsieur Sega, par exemple chez Valeo, la voiture autonome, quels sont les principaux freins ou barrières qu'il faudrait faire sauter aujourd'hui ? Nous avons probablement des barrières qui sont de nature purement technique. Hein. Le client automobile attend un produit totalement fiable, totalement robuste. Et un des grands challenges de l'industrie automobile sera justement de démontrer qu'un véhicule autonome peut fonctionner de manière sûre en toutes circonstances. Et les circonstances en usage sont infinies. Donc c'est probablement un challenge technique qui est très très élevé. Et puis il y a aussi d'autres challenges, en particulier dans le domaine juridique, où il y a un certain nombre de verrous qu'il faut lever aujourd'hui, puisque la conduite autonome n'est pas autorisée. La réglementation. La réglementation doit évoluer également. Franck Cazenave, la voiture autonome, alors quand on a écrit Stop Google, on pense bien sûr à la Google Car. Bien sûr, oui, j'en parle. Qui apparemment roule lentement. Alors trop lentement puisque ce week-end, elle a été arrêtée, elle crée un bouchon. C'est-à-dire que Google, sa Google Car qui a une forme de koala, va jusqu'à 25 miles par heure parce que, donc 40 km/h, pour une simple et bonne raison, c'est que, pour deux bonnes raisons. Un, c'est qu'au niveau fédéral, il n'y a pas besoin d'homologation pour une voiture qui va jusqu'à 25 miles par heure. Et deuxième chose qui intéresse Google, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est d'amener les consommateurs vers des lieux de consommation. Donc c'est d'être l'intermédiaire entre les individus et les magasins. C'est être un peu le booking du monde physique, c'est-à-dire et de prendre peut-être 20% quand vous allez faire des achats parce que vous aurez utilisé des véhicules Google en autopartage gratuitement, mais en fait, ce n'est pas gratuit, ça sera facialement. C'est comme quand vous utilisez le moteur de recherche ou YouTube ou Chrome, etc. Vous paierez sur les achats que vous ferez dans des lieux où Google vous aura amené. Ça me rappelle un concept très proche de Michael Walid, mais en dehors de ça, ici à l'Estaca, la voiture autonome, est-ce que déjà c'est un sujet de cours, par exemple, pour les étudiants ? Puisqu'on travaille avec VDCom, en 5e année, nous avons une spécialisation écomobilité, et dont le gros du travail est fait sur la base du projet VDCom. De VDCom. Alors chez VDCom, il n'y a pas que la voiture autonome, en tout cas la base Zoé. J'ai cru voir aussi un vélo à assistance électrique avec une pile à combustible hydrogène. Oui, alors ça c'est l'écosystème VDCom qui veut ça, puisqu'on travaille de l'électrification de manière très générique, puisqu'on est en train de concevoir un moteur électrique du futur qui sera aussi valable pour l'aéronautique. Alors pas forcément en termes de mobilité aéronautique, mais au moins pour de l'assistance aéronautique. Et donc effectivement, on passe aussi des systèmes de recharge à induction jusqu'aux véhicules autonomes. Donc à cette occasion-là, effectivement, on développe des réflexions sur le smart grid. Et le smart grid, c'est comment utiliser l'énergie d'une voiture restante pour pouvoir, entre autres, là, fabriquer de l'eau, de l'hydrogène. L'hydrogène, pourquoi pas un vélo, mais pourquoi pas une cafetière, pourquoi pas l'alimentation au quotidien de la domestique. Donc oui, ça fait partie du périmètre également de VDCom.
D'accord. Et chez Valeo, donc le Valeo Innovation Challenge, on parlait d'usage là tout à l'heure. Jusqu'à maintenant, puisque c'est un concours qui s'adresse donc aux étudiants, il y avait un seul prix, donc d'innovation. Enfin, c'était surtout vraiment dédié aux ingénieurs en automobile ou en aéronautique et en mathématiques aussi. On en reparlera tout à l'heure. Mais là, à partir de 2016, il y a un nouveau prix. Il y a encore un nouveau chèque de 100 000 euros, je crois, qui arrive. Oui, c'est exact. Il y a cette année un deuxième prix, un prix qui récompensera le meilleur usage, l'usage le plus innovant du véhicule. Effectivement, ce challenge s'adresse aux étudiants qui sont demain les futurs consommateurs de la voiture et nous les interrogeons finalement pour savoir quelle est leur vision du véhicule. Mais vous êtes parti du même constat, par exemple, ce que nous expliquait Franck Cazenave par rapport à Google, c'est à l'usage et ainsi Oui, de suite. c'est vraiment l'usage. On pense vraiment que la manière dont on va utiliser le véhicule demain va changer, à la fois son propre véhicule, mais également tout autre véhicule. La manière de vivre un trajet également va évoluer et nous souhaitons solliciter finalement tous les jeunes étudiants, non seulement dans les écoles scientifiques, mais également dans des écoles de commerce, dans des écoles de design, pour savoir quelle est leur vision du véhicule, on va dire à l'horizon 2025-2030. Et donc, ce n'est pas du tout une surprise qu'on trouve cette question aujourd'hui posée dans le challenge. Et déjà, même cette année, finalement, les étudiants ne nous ont pas attendus, puisque dès 2015, on a vu apparaître un nombre non négligeable de dossiers où l'on parlait déjà de véhicules et de communicants, de voitures connectées, etc. Alors, on a beaucoup parlé d'usage et d'utilité finalement de la voiture, de l'automobile, mais dans les autres domaines, par exemple, qui sont étudiés ici, à savoir l'aéronautique et le ferroviaire essentiellement, cette notion d'usage, comment elle s'exprime dans les cours? De la même manière, on a des cours qui sont basés sur des projets concrets. Là, il y a un projet même qu'on va proposer qui est de poser le remplissage des avions par les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes. Comment gérer ça d'une manière scientifique sur l'appui de la mécanique des fluides pour déplacer les personnes dans un aéroport. C'est-à-dire que la science, en fait, remplace le marketing, c'est ça qu'il faut que je comprenne? Non, pas nécessairement le marketing, mais que la science est une vérité sur laquelle on peut se baser, et que les ingénieurs connaissent cette vérité, savent l'utiliser, et surtout, ils savent aussi poser le problème de la voiture autonome ou du déplacement dans un aéroport ou dans un avion. Et donc, à partir de là, ça apporte un point de vue à l'industrie qui devrait être, en tout cas, différent de ceux qui reçoivent d'habitude, puisque l'industrie est quand même focalisée sur les problèmes de concurrence, marketing et des choses comme ça. Donc, comment se positionner par rapport à l'un à l'autre, alors que nous, on est plutôt libre par rapport à ça. Donc on peut apporter cette vision-là. C'est pour ça que les constructeurs viennent nous voir et nous poser des questions. Bien poser le problème, justement, ça c'est presque une question quasi philosophique pour Franck Cazenave, donc auteur de Stop Google aux éditions Pearson, c'est sorti en octobre 2014 et c'est pratiquement toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Ouais. Question, donc je disais, d'ordre presque philosophique, est-ce que les usages ont évolué parce que la société évolue tout simplement, ou est-ce que c'est l'arrivée de nouveaux acteurs, dont Google, Apple, Amazon et compagnie, qui a fait changer ces usages? Alors, non, je pense que en fait, les gens s'approprient des nouvelles technologies. Ce qui a changé, pour moi, la rupture fondamentale, c'est le smartphone. J'en parle dans le livre. À partir du moment où vous avez un objet avec vous, qui est en fait un ordinateur portable connecté à Internet, qui vous permet d'avoir accédé en temps réel à quantité d'informations, et après, vous pouvez interfacer cet objet avec d'autres objets. Et la voiture est un de ces objets. Les constructeurs automobiles ont voulu mettre la connectivité Internet dans les voitures avec des cartes SIM dédiées, avec des abonnements qui coûtaient des centaines d'euros. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? D'abord, ça n'a pas marché. Ce qui va marcher... Donc, mauvaise idée, a priori. Ou en tout cas, telle qu'elle a été marketée. Moi, je pense que c'était une bonne idée de mettre une carte SIM, mais ce n'était pas comment ça a été marketé. Et d'ailleurs, si vous permettez, puisqu'on a parlé des attentats du 13 novembre, moi, je pense que l'industrie automobile doit prendre sa part à créer une société après ces attentats. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus... On abandonne d'un côté nos données à Google, sans aucun problème, mais je pense qu'il faudra accepter aussi que des voitures soient géolocalisées, qu'on ait ces informations. Je pense qu'on est capable, et il y a des technologies pour identifier les individus qui pourront emprunter des véhicules, qui pourront
conduire certains véhicules et que l'industrie automobile ne peut pas rester en marge de ce qui se passe dans notre société. Nous devons réagir et nous devons créer le monde de demain. Et le monde de demain, face à ces attaques, il ne peut pas rester tel qu'il est. C'est une dimension politique que vous rajouteriez à une deuxième édition, par exemple, de Stop Google ? Une dimension politique, de toute façon déjà, politique, le sens noble, ça veut dire ce sont les affaires de la cité. En parlant de Google, en parlant de ce modèle d'affaires, c'est un objet, c'est un livre qui est déjà politique, qui dresse des perspectives et des problématiques par rapport à cet acteur et à l'évolution de l'avenir. Mais effectivement, quand on voit le monde dans lequel on vit, ce qui s'est passé, si nous voulons vivre en sécurité, nous devrons aussi accepter un certain nombre de choses. Comme je l'ai dit, on abandonne nos données, donc peut-être que l'État puisse avoir accès à des données par rapport aux véhicules. Antoine Mulander, quand on a fait le test là, justement de votre démonstrateur, quand on est passé devant le château de Versailles, on nous proposait d'aller voir telle ou telle exposition. C'est cette notion d'usage et c'est, je dirais, la plus-value de l'objet automobile. Vous y réfléchissez chez VDCom ? Je pense qu'elle est prioritaire et on se rend compte au quotidien. Lorsqu'on fait des expérimentations et que ça n'a pas d'intérêt pour l'usager, et Dieu sait si beaucoup de technologies ont fait des expérimentations. Le vrai enjeu maintenant, c'est de pouvoir effectivement trouver les vrais usages pour lesquels les gens sont attachés et que ces expérimentations perdurent, que ce ne soit pas un coup qu'on fait juste pour essayer mais qui n'a aucun intérêt. Donc là, quand on dit aujourd'hui on suit les évolutions sociétales, oui on les suit, mais aussi il faut les accompagner et en particulier il faut accompagner l'état d'esprit de l'ensemble de nos futurs clients. Parce que ce n'est pas forcément évident qu'un client lambda rentrera dans un véhicule autonome sans en être mentalement prêt. Donc il va falloir progressivement que aussi on éduque collectivement la population à des évolutions de mobilité. Et ça c'est tout l'enjeu qu'il y a dans les années à venir, c'est que les territoires nous ouvrent leurs portes pour réellement tester sur la vraie vie et pas dans des pistes d'essai. C'est ce que vous faites, je crois, un peu avec Versailles Grand Parc. Et c'est ce qu'on essaye de faire, mais ça prendra un certain nombre d'années, pour que réellement aussi la mentalité suive l'évolution sociétale, parce qu'elle n'est pas si évidente dans le monde de l'automobile. Alors Franck Cazenave tout à l'heure parlait de la disruption qu'a généré le smartphone, et c'est un peu une arlésienne là, depuis 2-3 ans. Est-ce que Google et Apple vont fabriquer leur propre voiture autonome ? J'ai envie de poser la question à Patrick Séga, juste pour l'embêter. Écoutez, oui, c'est une question ennuyeuse. Je ne suis pas au comité stratégique de Google et ni d'Apple. Est-ce que c'est possible qu'ils construisent leur propre voiture aujourd'hui ? Je pense que ça restera malgré tout le domaine réservé des constructeurs automobiles, mais nous verrons bien. Ce qui est certain, c'est que le véhicule devenant communicant, s'ouvrant vers le monde extérieur, le monde automobile qui vivait en vase clos jusqu'à maintenant s'ouvre évidemment, et on voit effectivement apparaître de nouveaux entrants comme ceux qu'on vient de citer. Et on peut remarquer également que ces nouveaux entrants profitent de nouveaux enjeux technologiques qui s'ouvrent maintenant. Ces enjeux technologiques sont aussi des enjeux de marché, c'est évident. Et ces enjeux se superposent au domaine technique habituel de l'automobile qui reste toujours là. Une voiture restera toujours un outil physique permettant d'aller d'un point A à un point B avec quelque part un système de propulsion, etc. etc. Mais on voit finalement que le véhicule automobile, ce système-là élargit son périmètre et appelle de nouvelles technologies, en particulier autour du traitement des données. On pourra reparler de big data, autour de systèmes d'exploitation nouveaux, ceci engendrant également la création de business nouveaux. Antoine Mulander ? Oui, je voulais juste rajouter qu'il faut effectivement être extrêmement prudent avec les nouveaux entrants. On le voit avec Tesla, qui aurait imaginé il n'y a pas si longtemps qu'un constructeur comme Tesla puisse rentrer dans le monde de la recharge. Et quand Tesla rentre dans le monde de la recharge, ils y montent d'une manière extrêmement intrusive. Donc je pense qu'il faut une grande prudence. En même temps, en France, on a Bolloré qui fait exactement la même chose. Oui, pas tout à fait la même chose. Avec Blue Solutions, c'est vrai, on ne le voit pas en France, mais c'est en Afrique et c'est exactement la même chose. Oui, ils sont dans des systèmes de recharge à forte puissance, recharge rapide, etc. Donc il y a quand même une force assez importante. On le voit en Hollande. Quand vous allez en Hollande, Tesla a pris le pas ou en Norvège, à Amsterdam ou en Norvège. Et je pense qu'il y a un autre milieu à surveiller de très près, c'est que toute cette évolution passe par le monde du privé. On voit des navettes, on va voir des navettes autonomes dans le monde privé.
quand ces navettes sortiront dans la voie publique, ou est-ce que c'est le public qui rentre dans le secteur privé? Apparemment, il y en a déjà qui se vendent, même comme la Navia, par exemple. Voilà, la Navia donc Arma. tous ces nouveaux entrants, je pense que c'est des éléments à regarder avec beaucoup d'attention, parce que c'est collectivement tous ces nouveaux entrants qui vont aussi construire l'évolution mentale de ce qu'est la mobilité. Patrick Séguin parlait de Big Data, justement, et de tout ce que ça pouvait changer, mais Michael Wade veut dire quelque chose, il a levé le doigt. Oui, non, je disais que Très sagement. je pensais que Google, pour une fois, Google et Apple n'auraient pas fabriqué de voitures, ce que je pensais, s'ils avaient eu des plateformes adaptées à ce qu'ils ont besoin. Et en fait, comme il n'y a pas de plateforme adaptée pour l'instant, ils vont les faire, les voitures. Je suis à peu près certain, pour avoir vu des choses se faire. Et c'est à peu près sûr qu'ils vont le faire pour avoir leur plateforme adaptée à ces choses-là. Parce qu'il ne faut bien pas oublier que le panier moyen d'un déplacement en voiture est 3 fois plus important que sur le net. Et qu'eux savent gérer ce trafic financier. Et que là, il y a une grosse manne que les constructeurs pourraient prendre assez facilement, mais que... Justement, c'est cette gestion de Big Data. Vous tendez une grande Voilà, tâche à Franck, là, du coup. Ils ont besoin de volume. C'est-à-dire que la problématique, en fait, pour moi, et c'est ce que je dis, mais enfin, Google, c'est une entreprise du Big Data. Elle est née dans le Big Data. C'est-à-dire que quand on parle depuis 2-3 ans du Big Data, pour des entreprises qui ne viennent pas du monde d'Internet et des données massives, on croit finalement révéler le Graal. Mais Google, Apple ne gèrent tous les jours que des données massives. Google a des dizaines de data centers. Google enregistre l'ensemble d'Internet et réplique cette copie en Google permanence. Contribue même au réchauffement climatique avec ses data Tout centers, à fait. par exemple. La consommation d'électricité dans le monde, rien que pour Internet, c'est plusieurs pourcents. D'accord, C'est énorme. on n'est pas encore à 10, mais on est au moins à 5% de consommation, Ouais, rien énorme. que pour faire fonctionner Internet chez nous sur et aussi au niveau des data centers. Donc, Google est une entreprise du data center, du big data, comme Apple. Donc, eux viennent et se disent où est-ce que je peux, avec quels objets, je peux étendre la connaissance de mes clients, je peux valoriser les données des clients, et c'est ça leur approche. La problématique de l'industrie automobile, elle est différente. Ce sont des entreprises qui existent la plupart depuis un siècle et qui se disent, et qui viennent du monde du hardware, du produit, de la technologie, et du dur, et voient cette révolution arriver, et se disent comment je peux essayer de valoriser mon produit à travers cette révolution du numérique. C'est le chemin inverse. Et c'est ça la problématique pour les constructeurs automobiles et le défi que pose Google, pour moi, avec la gratuité, où Apple va poser un défi au niveau du premium. C'est-à-dire que c'est plus le produit en lui-même qui fait rêver, c'est la gratuité? Alors, non, pas à rêver. Pour Google, la gratuité, c'est son business model, et pour moi, il sera appliqué à l'automobile. Par contre, Apple, c'est une marque de luxe. C'est une marque premium. Donc, elle vient, pour moi, à l'automobile en s'inscrivant dans un produit de luxe et dans son univers. Comment on doit comprendre le fait que, par exemple, Renault ait choisi, si ma mémoire est bonne, d'opter à la fois pour Android Auto et pour CarPlay, donc la solution d'Apple? Alors là, c'est la connectivité Internet qui sera dans la voiture. Donc, c'est permettre C'est aux mettre ses œufs dans consommateurs... tous les paniers ou c'est quoi? C'est permettre aux consommateurs d'avoir accès à Internet dans la voiture avec son smartphone, qu'il ait un Android ou un Apple. Je dirais, c'est entre guillemets juste ça. Mais il y avait des alternatives. Pour moi, et là, Michael a parlé de plateforme, et c'est ce que je dis dans le livre, pour contre-attaquer, pourquoi l'industrie automobile n'a pas fait sa propre plateforme pour connecter à Internet les smartphones Android, Son propre protocole, quoi. son propre protocole, donc Android, Apple, mais aussi Windows Phone. Mais quand vous êtes en Chine, vous avez Xiu et Miu de Xiaomi ou d'autres entreprises, vous avez d'autres écosystèmes. Et donc, on est en train d'adapter les automobiles avec CarPlay et Android Auto aux technologies de ces deux géants, à leur plateforme, alors que l'industrie automobile aurait pu créer sa propre plateforme On numérique. voit, vous le dites d'ailleurs dans le livre, que même d'autres acteurs de la téléphonie, genre Samsung, ont développé eux-mêmes leur propre système d'exploitation pour essayer de contrecarrer un peu Android, que pourtant ils vendent déjà par millions d'exemplaires, quoi. Tout à fait. Donc, avant de parler avec Patrick Séguin du Valeo Innovation Challenge, on a eu l'occasion, justement, juste avant la révélation des lauréats de l'édition 2015, de rencontrer l'une des 5 équipes qui donc se disputaient ce fameux chèque de 100
000 €. Alexander Schlichting et Stephen Bush viennent de l'université Leibniz de Hanovre. Alors moi, je leur ai demandé à quelles problématiques leur projet tentait de répondre et puis les difficultés qu'ils ont rencontrées. On les écoute. Yeah, we started thinking about this challenge about automatic driving cars. So we thought about what could we do to make the traffic a little bit safer and a little bit intuitiver. So because it's an innovation challenge, and the question was if how you imagine cars in 2030 are more smarter or intuitiver. And so this was the direction we started to think, and the focus was on the safety. So we have to develop a completely new system, and with different sensors, and we need the sensors to communicate to each other. And I think that was kind of the hardest part. Ils n'ont finalement pas gagné. Les Allemands. Et avant de parler justement des gagnants et du projet qui les a fait gagner, le Valeo Innovation Challenge, en quelques mots, ça consiste en quoi? Alors, notre challenge est un challenge qui s'adresse aux étudiants du monde entier. C'est un challenge international. Comme nous l'avons dit tout précédemment, 2 prix cette année, un prix à la meilleure innovation technologique, un prix pour le meilleur usage de la voiture. On s'adresse ainsi à la fois à la communauté scientifique, aux écoles d'ingénieurs, mais également aux business schools, aux designers et aussi probablement dans le futur aux étudiants des sciences sociales. Et nous voulons par cette double compétition réconcilier un peu l'homme et la voiture au sein de la société. Mais chez Valeo, enfin, vous êtes peut-être philanthrope, mais enfin, il y a peut-être, j'imagine qu'il y a quand même une dimension marketing derrière. Il y a des intentions commerciales, non? Intention commerciale, non, le mot est très très fort. Il faut bien sûr savoir que le monde académique et le monde scientifique font partie de notre écosystème d'innovation depuis fort longtemps. Cet écosystème étant constitué de tous les acteurs externes à Valeo qui nous aident, apportent leur expertise, leurs idées nouvelles dans nos activités d'innovation. Et ce Valeo Innovation Challenge est une magnifique opportunité de rencontrer là de nouveaux étudiants, mais derrière ces étudiants, bien sûr, de nouvelles écoles, de nouveaux laboratoires scientifiques avec lesquels nous allons pouvoir coopérer. Et effectivement, le chèque, la récompense est relativement importante, mais c'est aussi là un moyen d'attirer vers nous à la fois les meilleurs talents, et les meilleures idées également. Alors, l'équipe lauréate de 2015 vient de Pékin, de l'université de Pékin, et elle a gagné grâce à un algorithme, je crois, de visualisation. D'ailleurs, c'est un peu comme VDCom, ça m'avait pensé à l'hyperviseur, mais eux, c'est un algorithme. Est-ce qu'il n'y a pas une double symbolique? Université chinoise, algorithme. Oui, maintenant, il faut être codeur pour faire des voitures? Probablement. Alors, il y a effectivement une double symbolique ou un double message finalement dans cette équipe qui a été récompensée cette année. Il s'agit d'un algorithme qui permet d'améliorer la précision de positionnement, la mesure de la précision de positionnement d'un véhicule au sein du trafic. Donc, double symbolique. D'abord, c'est un étudiant chinois. Nous savons tous que, bien sûr, la Chine est le plus grand marché mondial aujourd'hui. Et nous savons également que la Chine ambitionne de devenir le laboratoire, la R&D du monde, et elle forme dans ces très très grandes universités et écoles des ingénieurs de très très haut niveau qui vont entrer en compétition avec nos propres ingénieurs. Nous avions en 2014 une équipe chinoise dans les 6 finalistes, cette année 2 équipes chinoises dont le vainqueur. Donc c'est peut-être là un signe avant-coureur d'un nouveau basculement qui se profile à l'horizon. Donc en plus d'être l'usine du monde, la Chine veut être le labo du monde. Le laboratoire du monde, D'accord. Et on le mesure peut-être ici. Puis le deuxième point qui est plus un message effectivement technique, pour faire écho à ce que vous disiez, le sujet tourne autour de théories mathématiques et algorithmiques utilisées pour le véhicule autonome. Effectivement, on sait très bien que dans le futur, ces disciplines-là vont devenir particulièrement importantes. Aujourd'hui, un simple véhicule embarque près de 100 millions de lignes de code, ce qui est 15 fois plus que ce que l'on trouve dans un avion de ligne aujourd'hui. Donc c'est dire toute l'importance du logiciel, du système et du logiciel dans l'industrie automobile de demain. Et donc tous les ingénieurs et les jeunes qui sont en formation aujourd'hui, qui envisagent de devenir ingénieur système, ingénieur logiciel, verront dans le secteur automobile un avenir sans aucune difficulté, c'est évident. Oui, je crois qu'il y a un challenge assez important en ce moment, on l'a vu récemment dans la préparation des véhicules, des démonstrateurs. Parce qu'en fait, on est dans un monde, il faut accélérer. Donc comment aller très 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 vite dans ce domaine-là. Et la petite expérience qu'on commence à avoir, c'est de pouvoir mixer le monde académique avec un ingénieur. Lorsqu'on fait travailler un académique sur un algorithme ou sur un objet,
Le doubler avec un ingénieur rentre dans la question qu'on évoquait tout à l'heure sur la robustesse instantanée. Et je pense que la force qu'on pourrait avoir rapidement en France, c'est de pouvoir justement marier les académiques, quelle que soit d'ailleurs leur provenance, qu'ils soient chinois ou singapouriens ou brésiliens, mais effectivement de le marier aussi avec notre connaissance d'ingénieur. Et là, dans ce domaine-là, la France a quand même des atouts importants. Et ce binôme me semble être extrêmement important pour accélérer, la créativité, l'innovation et la robustesse. Et Alexander Schichting disait que l'une des plus grandes difficultés qu'ils ont eues dans leur projet, c'est de faire communiquer différents différents capteurs, merci, sensors, entre eux. Vous allez un peu plus loin encore avec le Valeo Innovation Challenge, c'est que vous rajoutez donc une couche, on va dire, un peu plus sociétale, un peu plus je sais pas, urbanistique, avec donc ce deuxième prix. Oui, c'est bien l'objectif. Et dans notre challenge, c'était les difficultés rencontrées par les étudiants, c'est qu'il y a il faut non seulement proposer une idée, mais dans une deuxième phase, il faut la réaliser, la concrétiser, la maqueter, pour pouvoir après présenter le résultat de ce travail-là auprès d'un grand jury. Et donc ça devient un petit peu plus difficile puisqu'il faut passer du concept, de l'idée à une réalisation matérielle, physique, et c'est ici la difficulté rencontrée par les étudiants qui les évoquaient tout à l'heure, quoi. Voilà, et donc d'où l'alliance, et je rebondis sur ce que disait Antoine, c'est vraiment à la fois un concept, une idée, et on peut effectivement trouver des idées nouvelles auprès d'universitaires brillants, mais nous sommes des ingénieurs, nous sommes des gens de l'automobile, il faut faire des véhicules qui marchent dans la rue, donc la nécessité de passer derrière à une étape concrète est absolument clé dans notre challenge. Alors, ça rejoignait aussi la remarque de tout à l'heure sur la plateforme. Une des difficultés, effectivement, c'est de pouvoir faire fonctionner l'ensemble des idées sur un objet final. Donc effectivement, chez Védécom, quand on parlait de plateforme Zoé, c'est effectivement, on a eu la chance que Renault nous donne une plateforme ouverte sur laquelle on peut effectivement travailler. Mais maintenant, c'est une plateforme Védécom, elle est neutre. Et tout ingénieur, tout technicien, toute personne, start-up, PME, qui ont des idées, qu'elles soient chinoises, françaises, etc., peuvent venir se plugger sur une plateforme. Et encore mieux, un PSA, puisqu'ils sont membres de Védécom. Donc, c'est plus un véhicule Renault, c'est un véhicule Védécom, neutre, plug and play, sur lequel l'ensemble de la technique et toutes les idées sont les bienvenues. Et je pense que ça peut être la force, justement, aussi, pour travailler vis-à-vis de Google, etc., à terme. On travaille, nous, à 5-6 ans. Parce que pour abonder dans ce sens-là et aller un peu plus loin par rapport à la question de la voiture autonome. Pour moi, la voiture autonome, ou ce que j'ai appelé là, récemment aussi dans des articles, c'est pour moi une robomobile. Parce que quand on dit autonome, c'est la voiture, elle autonomise l'individu. Donc c'est pas la voiture. Donc dire voiture autonome, c'est un peu pour moi bizarre. Et en plus, une voiture qui se conduit toute seule, pour moi, c'est du domaine du robot, de la robotique, de l'intelligence artificielle. On peut se passer des pédales, du volant, de tout. À terme, oui. Donc, c'est une robomobile. Et la différence entre le niveau 4 du véhicule qui est présenté par Védécom et le niveau 5, donc une autonomie complète du véhicule. Ça, c'est des degrés d'autonomie, c'est ça? Tout à fait. En tout cas, de robotisation. De robotisation. Et le Graal, c'est l'automatisation complète du véhicule et que le véhicule comprenne son environnement, sache où il veut aller et prenne les décisions sans l'intervention de l'être humain et sans, en cas de défaillance, l'intervention comme backup de l'être humain. Et donc, pour faire cette intelligence artificielle centralisée, parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut remplacer le cerveau humain, il va falloir travailler sur des notions de plateforme. Il y a peu d'entreprises au monde qui sont capables de mettre les investissements humains et financiers pour faire cette intelligence artificielle centralisée. Tout à l'heure, à savoir que Google ne va pas attendre qu'un constructeur non, mais lui, il n'attend pas. Mais même, c'est son objectif. Google travaille avec ses Google Cars à créer cette intelligence artificielle qui pourrait même après proposer à d'autres constructeurs automobiles qui n'auraient pas la technologie pour qu'ils utilisent la leur. Mais il y aura peu d'acteurs, et l'automobile, l'industrie automobile, si elle veut avoir une alternative à celle de Google, il faut que les forces se rejoignent. Et peut-être même au-delà de Védécom et d'acteurs français, mais aussi peut-être d'acteurs allemands qui viennent ensemble travailler sur une plateforme commune. C'est ça l'enjeu, parce que l'enjeu, c'est cette intelligence qui va contrôler le véhicule, qui va être vraiment
la clé de l'avenir. J'aime beaucoup le peut-être des acteurs allemands. Avant de terminer, on approche de la fin de l'émission, mais je rappelle à tout le monde, si vous nous regardez sur lemobiliste.com ou encore sur notre chaîne YouTube, que bien sûr, vous pouvez nous avoir dans la poche, juste en téléchargeant l'application donc Le Mobiliste, elle est gratuite, sur Google Play et sur l'Apple Store, l'App Store très exactement, Michael. Non, je voulais dire que le rôle de l'ingénieur dans tout ça, c'est justement de savoir poser les problèmes et de dire à quel moment on a besoin d'un niveau 2, à quel moment on a besoin d'un niveau 5, de remplacer le cerveau humain alors qu'on en a quand même tous un. Donc c'est là où on pose bien tous les cadres dans tous les projets qu'on fait et ensemble. Alors maintenant, à l'Estaca, c'est ça, c'est-à-dire que les étudiants sont formés par rapport à un usage, à bien on va arriver à Ben Ali un peu plus tard, mais c'est la philosophie des formations. De poser les problèmes, c'est l'ingénieur, de bien voir ça par rapport à tout ça. Mais si vous même aviez, si Franck n'est pas tout à fait... Si vous aviez une baguette magique, à défaut même d'avoir le budget de Google, pour changer les choses, pour faire accélérer les choses, là, dès maintenant, vous feriez quoi? Travailler avec 1800 jeunes. Donc pas besoin de baguette magique. Pas besoin de baguette magique, on y est déjà. Ouais, quand même, ce que je veux dire, j'amènerai une nuance, parce que je parle dans mon livre pourquoi la voiture autonome, elle va s'imposer au monde. Ouais, 15% des gens souffrent d'un handicap dans le monde. D'accord? Donc il faut arrêter parce que nous, on est bien portants et on ne souffre pas de handicap qu'on peut conduire. 11% de la population mondiale a plus de 60 ans. En 2050, ça sera 22%. Il y a des gens, à partir, par exemple, en France, de 70 ans, il y a plus que 40% des individus qui conduisent encore leur véhicule. Donc, on a besoin aussi que des personnes vieillissent bien. Vieillir bien, c'est être intégré socialement, donc ça veut dire être mobile. Il faut se dire qu'on ne fait pas des voitures seulement pour des gens bien portants. Et la voiture autonome, moi ce que j'appelle la robomobile, elle va permettre de la mobilité à des gens aujourd'hui qui en sont exclus. La première source d'exclusion de l'emploi pour une personne qui souffre d'un handicap, c'est la mobilité. Ouais. Pas la voiture, la mobilité, parce qu'à Paris... pas avoir de transport en commun ou... À Paris, c'est un défi de prendre le métro. Si vous avez ne serait-ce qu'un plâtre à votre jambe, essayez de prendre le métro. Ce n'est pas possible. Donc, il faut penser à toutes ces personnes qui sont exclues de la mobilité. Et puis, pour nous tous, être dans la voiture, si la voiture elle se conduit tout seul, ça nous redonne du temps. Donc, on peut faire autre chose que conduire. Eh bien, merci d'avoir parlé des vieux. C'est à un jeune que je vais m'adresser maintenant. Ben Ali Madi, donc, étudiant en 4e année, filière automobile. Déjà, première question, on va se tutoyer parce que bon. Tu es arrivé dans cette école par passion? Déjà, je suis arrivé l'année dernière. D'accord. J'ai choisi cette école parce que c'est la seule école spécialisée dans le domaine de l'automobile. Et exactement, j'aime le secteur automobile, je suis intéressé par les voitures. Et ensuite, c'est vrai que dans la classe où je suis, j'ai l'impression de ne pas être vraiment un passionné parce que toute la classe est vraiment passionnée. Donc j'ai l'impression d'être... moins passionné que les autres. Ouais, exactement, moins passionné que les autres et c'est une sensation assez particulière. Bon, alors de tout ce que tu as entendu, là, de tout ce qui a été dit, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui, toi, t'a marqué? Donc du coup, je retiens aussi déjà l'innovation. C'est vrai que l'innovation, c'est un secteur très important dans le secteur de l'automobile. C'est-à-dire d'inventer des nouvelles choses, des nouveaux produits, des nouveaux moyens de se déplacer? Les moyens de transport, la mobilité, tout ce qui est la mobilité. Je retiens aussi la voiture autonome, parce qu'on en parle beaucoup. Tout le monde se pose des questions. Ça reste pour nous un grand mystère. On se pose des questions. Quand est-ce qu'on pourra avoir une voiture autonome? Quand est-ce qu'on pourra avoir réellement une voiture autonome rouler dans les rues avec... les 6 et 7 novembre à Versailles, on en voyait une. Hein. Oui. Ou sinon, il suffit d'aller à Mountain View. Il y a des Google Cars qui circulent, ou à Austin en ce moment. Ils ont 50 véhicules autonomes qui circulent. Oui, mais en France, je voulais plutôt parler en France. Mais bon, la législation ne le permet pas. Et ensuite, il y a certains mystères certaines questions que je me pose. C'est le moment de les poser, vas-y. Je pense notamment aux hackers, parce que c'est vrai qu'avec la connectivité, il y a beaucoup de moyens de hacker un véhicule via n'importe où. Je pense notamment à un exemple Zipcar, qui peuvent ouvrir leur véhicule à distance, klaxonner à distance, fermer leur véhicule à distance. Et puis il y a Jeep aussi qui a eu une mauvaise aventure à cause de ça. Oui, c'est ça. C'est autre chose.
Ensuite, je voulais rebondir sur ce que vous disiez à propos des propriétaires des véhicules qui ont en moyenne 66 ans. C'est vrai 55, excusez-moi. C'est pour la C5, désolé, mais la C5, 66. C'est vrai qu'en ce moment, il y a le car sharing qui est en train de se développer, qui permet à des jeunes comme moi de pouvoir utiliser des véhicules à des prix qui sont moindres que d'acheter un véhicule en soi. Et je rebondis un peu, c'est un projet que nous avons, nous, à l'Estaca, un projet qui porte sur le car sharing pour un grand constructeur automobile. C'est notre projet annuel avec certains collègues de ma promo qui sont ici présents. Et ensuite, je voulais rebondir un peu aussi sur ce que Michael Walid disait. C'est vrai que l'ingénieur, il a ce rôle, pour nous, ce rôle de devoir distinguer ce qui est de la technologie et ce qui est propre à l'usage ou propre à l'utilisateur. Donc c'est vrai que c'est un problème que l'ingénieur doit pouvoir poser et essayer de réaliser. De poser les problèmes, ce que disait Michael tout à l'heure. C'est ça. J'ai juste moi une dernière question avant de conclure. Imaginons qu'à la sortie de l'école, donc dans un peu plus d'1 an, si j'ai bien compris, tu aies plein d'offres d'emploi, qu'elles viennent de Faurecia, Bosch, Valeo, Renault, Peugeot, Google ou Apple. Tu choisis quoi? Je me dirigerais plutôt vers Google. Bon, c'est vrai que stop Google. Je me dirigerais plutôt vers Google parce que pour moi, Google, c'est un précurseur. Il a cette image importante. Il y a du travail. Hein. Il a une grande image auprès des jeunes, Je pense qu'il viendra chez VDCom avant. il a une grande image auprès des jeunes. C'est vrai que pour nous, Google, c'est une grande entreprise. Ils ont un budget limité en tout ce qui est innovation. On a comme l'impression que pour eux, tout est facile. Ils peuvent se permettre de faire tout et n'importe quoi et voilà. Donc, ça veut bien dire quand même stop Google, parce que là, il y a du mythe. J'espère que aussi... Donc, on attend la deuxième édition. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que normalement, Zebra aurait dû se produire là en fin d'émission. C'est pas possible, l'actualité faisant. Néanmoins, vous pouvez quand même retrouver toute justement son actualité. C'est sur son site internet zebramix.fr. Il a une tournée d'ailleurs qui arrive, et puis un hippie qui arrive également dans quelques jours normalement, avec l'esprit de Noël. C'est l'hippie de Noël. Donc le Christmas Hippie de Zebra sur zebramix.fr. Merci infiniment, messieurs, Antoine Mulander, Patrick Sega, Franck Cazenave, Michael Walid, Ben Ali également, Madi. Et merci à l'Estaca pour leur accueil. Je vous rappelle que l'application Le Mobiliste est à télécharger gratuitement, c'est important. On est aussi gratuit, nous, sur l'App Store d'Apple et sur Google Play. Merci.